Nous sommes le jeudi 25 janvier 2018 en direct d'Angoulême pour le Festival international de bande dessinée et c'est Sébastien pour l'émission Pop Campus de Radio Campus Clermont-Ferrand, l'émission Pop Culture, et pour cette deuxième interview, oui parce que tu es le deuxième invité tout simplement, nous avons la chance d'avoir Sébastien Agoguet, responsable licence de Tsume. Je me trompe pas, n'est-ce pas Seb? Tu ne te trompes pas. Alors du coup, pour les jeunes et moins jeunes auditeurs, auditrices, peux-tu nous présenter Tsume? Bien sûr, alors Tsume c'est une société luxembourgeoise. Nous sommes fabricants de statuettes en résine, enfin dans statuettes de collection, en résine et autres matériaux, de figurines de personnages de manga. On fait du jeu de société, du textile et on produit même des humoristes. Depuis combien de temps existe votre société? Tsume existe depuis 2011. 2011, donc là vous avez fêté vos 7 ans. Qu'est-ce que le métier, la fonction de responsable licence? Alors principalement c'est d'être en contact avec les ayants droit pour obtenir justement la licence qui te permet de développer un produit officiel. C'est-à-dire que quand tu as un sculpteur qui est capable de faire une statue par exemple de Fairy Tail, tu n'as pas pour le temps le droit de le faire. Parce que c'est une licence qui appartient à des ayants droit et il faut obtenir ce droit auprès d'eux. Donc moi je suis en contact avec eux, on signe un contrat qui nous autorise à faire la statue de Natsu et ensuite du coup on la fait, c'est contrôlé, c'est validé. Donc moi je m'occupe de toutes les discussions en amont pour avoir le droit de la faire et ensuite toutes les validations durant la conception du produit pour que lorsqu'on le présente au public, ce soit un produit officiel et non pas une contrefaçon. Et pour petite histoire, petite anecdote, on est sur le stand de Fairy Tail, donc d'Hiro Mashima, en plein cœur du pavillon manga à Angoulême. Très bonne transition avec ton petit exemple. Du coup, comment vous choisissez vos licences? Alors principalement parce que c'est des séries qui nous plaisent. Tout simplement. Alors après, parmi les séries qui nous plaisent, on essaye de choisir des séries dont on pense qu'elles plaisent à d'autres gens, parce qu'une fois que nous, ça nous a plu de faire le produit, on se dit que ça serait bien si des gens pouvaient les acheter aussi. Mais d'abord et avant tout, il faut que la série nous plaise. Il y a des séries sur lesquelles on ne travaille pas. Alors, il y a des séries sur lesquelles on ne travaille pas parce que de toute façon, on ne peut pas travailler sur tout. Mais une des autres raisons aussi, c'est qu'il y a certaines séries qu'on a choisi volontairement de ne pas travailler parce que au sein de l'équipe, ça ne génère pas un engouement suffisant pour qu'ensuite on puisse se dire bah oui, on va vraiment faire les produits les meilleurs possibles. Parce que ce qui nous intéresse vraiment à chaque fois, c'est de se dire bah là, on va vraiment changer ce qui se fait déjà. Et comme dans les licences manga, il y a toujours, ne serait-ce qu'au Japon, des fabricants déjà qui font des figurines qui sont souvent très sympas, bah, l'intérêt c'est pas de venir pour faire la même chose, c'est vraiment de venir et d'apporter une touche en plus, une créativité, un dynamisme, etc. Et le meilleur moyen de trouver la bonne idée, bah, c'est de vraiment apprécier cet univers et vraiment bien le connaître, parce que c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir avoir le petit twist en fait, te souvenir que bah tiens, c'est dans le chapitre 232 qu'il se passe tel truc et que ça c'est vraiment génial et que c'est pas normal que personne n'y ait jamais pensé. Et du coup, comment vous situez sur le marché mondial de la statuette? Bah, il n'y a pas vraiment d'argus ou de classement officiel. Maintenant, effectivement, on est assez gros. On est, je pense maintenant en Europe, je pense qu'on est le leader sur la figurine manga au minimum. Après, il n'y a pas non plus encore, c'est un marché qui est encore en train de se développer, mais on commence à être on est, je dirais, à armes équivalentes, à armes égales maintenant avec certains constructeurs américains qui sont eux dans le marché du comics. Voilà. Et après, les Japonais ont fait vraiment des choses différentes, donc on ne peut pas vraiment se comparer à des sociétés japonaises. Là, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Est-ce que tu te souviens de la première figurine que vous avez faite? Alors la première figurine sortie par Tsume, c'est facile, j'étais pas encore là, mais c'est la Gaara. Donc Gaara avec la main de sable derrière lui, qui est une très belle pièce, échelle 1/8. Et la première qui est sortie quand moi je suis arrivé, c'était le Saga des Gémeaux, échelle 1/6 chez Saint Seiya, et c'est facile à retenir pour moi parce que je suis Gémeaux. Ta plus grande fierté là? Alors ma plus grande fierté, pareil là je vais répondre en deux fois, ma plus grande fierté à titre individuel, c'est le sacrifice de Piccolo. Enfin, ça c'est le titre officieux, mais le nom officiel de la pièce, c'est donc chapitre 1 Piccolo et Gohan, voilà, qui est donc une statuette à échelle 1/6 de la licence Dragon Ball Z. Et pourquoi est-ce que c'est ma plus grande fierté? Parce que bah, d'abord c'est une pièce moi, qui me parle beaucoup à titre personnel, parce que c'est une pièce dont on avait discuté de l'opportunité de la faire un jour avec Cyril lors de mon entretien d'embauche.
Et puis parce que je trouve qu'elle transmet toute l'émotion et toute l'idée qui existe derrière justement la ligne de statuettes qu'on a créée sur Dragon Ball, puisque le but de cette collection-là, c'est vraiment que les gens qui collectionnent les statuettes Dragon Ball Z, quand ils les ont toutes posées sur l'étagère, en fait, en les regardant dans le bon ordre, ils revoient le dessin animé vraiment se dérouler, et à chaque fois, ils revoient un moment clé de l'animé et ça doit les reprojeter en fait dans les émotions qu'ils ont ressenties au moment où ils l'ont regardé la première fois. Et moi, cette scène-là me refait vraiment cette émotion, quoi. Je vois vraiment je repense à chaque fois au gros discours que fait Piccolo après quand il est en train de mourir, quand il regarde Gohan et qui lui dit c'est de votre faute, ton père et toi, avec votre gentillesse, vous m'avez souillé, quoi. C'est ridicule, le roi des démons qui meurt comme ça. Puis, enfin voilà, et tout ce passage-là, vraiment à chaque fois, ça me provoque des émotions et c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Donc ça, je dirais, c'est ma plus grosse fierté à titre individuel. Et après, de manière plus, on va dire, plus corporate, c'est un peu, ça va paraître comme ça, assez faux de le dire, mais c'est vraiment sincère. À chaque fois, c'est la nouvelle pièce qu'on vient de sortir. Parce que, à chaque fois, vraiment, toute l'équipe artistique se défonce pour dépasser tout ce qu'ils ont fait avant, pour essayer de trouver encore des nouvelles techniques, une nouvelle interprétation, des nouvelles idées. Et c'est vrai que du coup, là, aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est la statue de Natsu et Ignir qu'on vient de présenter donc en avant-première au Festival de la bande dessinée, qui est un monstre de 70 cm de hauteur, avec des LED qui sont insérés dans les flammes pour donner un effet absolument somptueux, surtout dans cette pièce qui est très peu éclairée justement pour faire ressortir la statue. Et moi qui aime Fairy Tail, mais qui ne suis pas un ultra fan de Fairy Tail comme je peux l'être de One Piece ou de Dragon Ball par exemple, je trouve que c'est une pièce absolument somptueuse et si j'avais un palais suffisamment grand, probablement je l'achèterais. Là je vais être raisonnable parce que je peux pas la mettre chez moi. Mais alors, pour les auditeurs, combien à peu près la statuette là? Alors c'est une statuette qui est numérotée et limitée à 777 exemplaires dans le monde. Puisque 777, X777, c'est l'année où les dragons ont disparu dans le monde de Fairy Tail. Et le prix de vente est de 1290 € pour donner un ordre d'idée. Voilà. Mais après, voilà, encore une fois, c'est un monstre de 70 cm de haut, donc limité, peint à la main, qui combine de la résine et d'autres matériaux pour un résultat somptueux. Voilà. Et on ne se rend pas forcément compte, mais comment, on va pas tout détailler techniquement, mais la licence est obtenue, voilà, vous allez choisir la fameuse scène en question. Comment vous travaillez en interne du coup avec l'équipe artistique de création? Alors en fait, entre le moment où on commence à travailler sur un produit et le moment où on peut le montrer au public, parce que ça y est, le prototype peint est validé par l'ayant droit, il s'écoule entre 9-10 quand vraiment on a beaucoup de chance, mais ça peut monter jusqu'à 18 mois sans problème. Et je dirais qu'on est sur une moyenne de 15 mois. Durant ces 15 mois, l'équipe artistique commence déjà par donc faire ce premier travail en amont en 2D où on cherche une scène qui va bien et où une fois qu'on a trouvé la scène, on fait des tests de mise en scène figurine, c'est-à-dire que tu peux avoir une scène qui marche vachement bien, puis quand tu la dessines en disant je vais en faire une figurine, tu te rends compte qu'elle ne marche pas parce que tout simplement, je sais pas si tu imagines une scène hyper classe où deux personnages avec des épées se confrontent face à face avec les épées qui clashent. Quand tu la fais en figurine, tu te rends compte que les persos du coup se regardent, qu'ils s'opposent et que en fait elle marche pas en figurine parce que soit tu les mets de profil pour profiter de la scène mais tu vois pas leur visage donc ça n'a pas d'intérêt, soit tu en mets un de face mais tu vois pas l'autre, enfin voilà. Donc il y a toute une recherche pour vraiment trouver le concept de la scène qui va bien. Et après, il y a la sculpture qui est donc faite principalement, mais pas uniquement en numérique. D'ailleurs, petite spécificité pour revenir sur le Natsu, il faut savoir que le Natsu, lui, est en numérique, mais que le Ignir derrière a entièrement été fait à la main. Qu'il y a plus de 15 jours, 15 journées, 15 fois 24 heures de travail pour réussir à faire le dragon. Toutes les écailles ont été sculptées à la main. C'est un travail vraiment dantesque. Tout ça au Luxembourg? Tout ça au Luxembourg. C'est la spécificité de Tsume, c'est qu'on est une entreprise aujourd'hui de 43 personnes, dont plus de la moitié est le staff technique, est composé du staff technique. Et donc on a des peintres, on a des sculpteurs, on a des ingénieurs, on a des mouleurs. Voilà, on a toute une équipe qui est équipée et qui a un atelier gigantesque dans la banlieue de Luxembourg pour travailler à la conception de ce prototype.
Donc du coup, on fait la sculpture en amont. Il y a déjà un premier dialogue avec l'ayant droit qui va venir faire des remarques pour dire là le bras est trop long, là la tête faudrait la grossir, les mèches de cheveux sont pas dans le bon ordre, etc. Voilà. Donc une fois que ces différents allers-retours sont finis et que la 3D est finalisée, elle est imprimée, elle est travaillée, elle est nettoyée. Comme je te le disais, ensuite les sculpteurs retravaillent encore la pièce à la main, rajoutent les pièces qu'éventuellement on sculpte purement de manière traditionnelle. Et donc quand on a un prototype finalisé, physique qui est finalisé, on va passer à l'étape de peinture. Où là aussi on peut pas faire ce qu'on veut. Il est évident que quand tu fais un Goku, tu peux pas décider que la tunique tu vas la peindre en bleu et que tu vas lui faire les cheveux en rose. Ça, il n'y a que l'ayant droit qui peut décider de créer Black Goku en version rosée, hein. Et une fois que tu as fait pareil ces allers-retours avec l'ayant droit, et que ta statue du coup est confirmée sur le fait que les couleurs sont bonnes, que les motifs sont bons, que c'est bien les bons caractères japonais si jamais il y en a sur ta tenue ou quoi que ce soit. Voilà, ton produit est prêt à être reproduit justement pour la commercialisation derrière. Je crois que Philippe a une question, parce que je ne suis pas seul, il y a Philippe et Jocelyn de Pop Campus. Oui, salut. Donc moi ma question justement, tu parlais tout à l'heure du passage du dessin 2D finalement au travail 3D. Est-ce que toi tu t'impliques par exemple dans le choix des scènes qui sont choisies pour les moments un peu iconiques de l'histoire? Tu en parlais tout à l'heure sur la scène de Goku, enfin de Piccolo. Est-ce que tu te mets des contraintes justement peut-être dans les choix des moments ou des choix de scènes que tu pourrais mettre parce que tu te dis cet angle en fin de compte il marche dans le dessin mais il ne marcherait pas forcément en 3D? Alors en fait, ce qui est assez cool à Tsume, c'est que quand il s'agit de décider ce qui va être fait en statut, tout le monde a plus ou moins voix au chapitre. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas décisionnaire, mais on peut tous venir et proposer une idée. On peut tous dire, bah moi, cette série, je la connais hyper bien et je propose ça. Moi, j'aime beaucoup ce personnage, etc. Et tout va être étudié. Et effectivement, une fois que les propositions sont faites, que ce soit par les gens qui sont vraiment impliqués dans le processus créatif au quotidien ou que ce soit par d'autres personnes du staff, il y a effectivement une sélection où là on se dit bah non, bah là cette scène ça sert à rien, ça peut pas marcher. Et le fait est que avec l'expérience, plus tu avances et plus tu te filtres toi-même, quoi. Quand tu connais une série, tu dis ah bah cette scène elle serait trop bien, mais bah non, ça sert à rien de la proposer, jamais elle va être retenue parce que ça va pas marcher. Et c'est vrai que c'est intéressant de parler de ça et de dire aussi que ce qui est vraiment particulier en fait dans le passage de la 2D à la 3D, c'est que en fait la 3D a beaucoup plus de contraintes. Je vais prendre un exemple tout bête, Goku, quel que soit l'angle dans lequel tu le regardes dans un manga, ses cheveux, il a exactement la même coupe de cheveux. C'est-à-dire qu'il a 2 mèches qui partent sur la gauche et 3 petites qui partent sur la droite, ou non l'inverse, pardon, 2 mèches qui partent sur la droite et 3 mèches sur la gauche, qui soient de face ou qui soient de profil en fait. Et ça, c'est compliqué à obtenir, en tout cas c'est pas naturel d'obtenir ça en 3D. Et c'est pareil sur justement sur le visage de Toriyama, il y a des reliefs qui marchent à plat et qui sont très compliqués à obtenir en 3D. Et c'est, je pense, la grosse difficulté du passage de la 2D à la 3D, et c'est d'autant plus difficile dans le manga que contrairement aux comics ou à la BD franco-belge qui sont des univers qui sont très texturés en fait, parce que soit c'est peint à la peinture ou à ce genre de choses, ou soit on rajoute des effets volontairement de texture. Le manga, c'est de l'aquarelle, c'est de l'aplat, donc du coup en fait ça fait ressortir très facilement les défauts puisque tu ne peux pas les cacher sous du détail qui viendrait fausser le regard. Une autre petite question, donc tu parles de licence et donc souvent de scènes iconiques. Est-ce qu'il y a aussi des envies justement peut-être d'explorer d'autres opportunités, de peut-être justement travailler des statuettes plus stylisées, de partir sur des motifs un peu différents ou justement prendre des risques peut-être non pas que tu prennes pas de risques, c'est pas la question, mais prendre justement une opportunité de créer des statuettes qui seraient peut-être plus stylisées ou partir dans des registres un peu différents?
Alors ça dépend ce que tu veux dire par plus stylisé. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a 4 gammes en fait de figurines et statuettes qui nous permettent de nous exprimer sur justement des envies différentes. On va avoir des gammes où on va avoir des personnages plus statiques et des choses plus simples entre guillemets. On a des gammes où on est sur des éléments où on va rajouter du décor, plusieurs personnages pour reproduire vraiment des scènes. Et on a une grosse échelle 1/4 où là l'idée souvent ça va être de représenter ou un personnage seul ou un personnage avec un seul élément et où on va essayer de chercher quelque chose. Nous, sachant qu'on a la contrainte que de toute façon de la licence, c'est-à-dire qu'on peut pas changer le design du personnage. On peut pas se dire bah tiens j'ai envie de faire ce personnage là mais en mode cubiste par exemple. C'est pas vraiment quelque chose qu'on peut faire et en plus c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire. Par contre ce qui nous intéresse toujours, je pense la spécificité vraiment des produits de Tsume, c'est qu'on cherche du dynamisme. Vraiment, on va chercher à ajouter du mouvement. Alors le mouvement, c'est pas forcément juste un personnage qui saute, ça peut être le drapé d'un mouvement, d'un vêtement, ça peut être l'angle d'une épaule et la direction d'un regard. Mais voilà, ce qui nous intéresse, c'est que la statue soit pas statique, justement. Et on parle que de manga, mais vous n'avez pas que du manga japonais en licence? Alors on a quasiment que d'ailleurs de l'animé en fait techniquement, puisqu'on est en général licencié animé, à de très rares exceptions, puisqu'on est licencié manga sur Grandizer et sur Hokuto no Ken, mais sinon c'est vrai qu'on est licencié animé. On a fait une expérience vraiment très chouette avec Alexis Briclot, où là on a travaillé sur une créature, enfin sur une de ses créations originales. Ça c'était vraiment top. Et on travaille un peu avec enfin beaucoup d'ailleurs, même avec Renaud Le Maire, et ça c'est vraiment génial aussi, parce qu'en plus c'est quelqu'un comme Alexis qui est adorable. Et c'est des gens en plus qui ont un talent incroyable, donc c'est super. Et comme ils sont hyper enthousiastes, c'est génial de les voir s'impliquer sur des processus comme ça, où ils voient eux leur personnage justement émerger de la 2D à la 3D et être complètement comme des gosses quoi. Et comme nous on est pareil comme des gosses, voilà, c'est bien, entre gosses on s'éclate. Et après j'ai d'autres trucs qui vont arriver, qui sont pas du manga ou de l'animé, mais dont je peux pas parler. Et puis sinon oui, on a fait un peu de jeux vidéo, mais c'est un peu pareil que l'animé. Philippe ? Oui, juste une autre question, tu parles justement de Renaud, d'Alexis Briclot. Est-ce que dans les licences animées et manga, il t'arrive quand même de travailler avec les auteurs proprement parler, ou juste les ayants droit finalement? Alors, en contact direct, on n'a pas de contact direct avec les auteurs, parce qu'ils sont toujours très protégés. Maintenant, suivant les licences, il y a des licences pour lesquelles l'ayant droit vraiment gère l'ensemble de la licence complètement, et où l'auteur est complètement coupé, et où du coup on sait que nos retours, par exemple toutes les modifications, viennent directement du studio. Voilà. Mais on a des licences sur lesquelles on nous fait remonter des croquis, justement, nos photos sur lesquelles l'auteur original a redessiné. Et donc on a certaines par exemple sur One Punch Man, on a reçu des modifs de Murata, par exemple. Sur Fairy Tail, on a déjà eu des retours de Mashima aussi. Là j'ai plus en tête, mais voilà, ça arrive sur... Mashima avait déjà vu les statuettes avant aujourd'hui ou Alors il avait déjà vu évidemment les produits, les anciens produits. Je crois qu'il avait vu des photos de la Natsu, hein, a priori, parce que je crois que j'avais eu un retour sur ses yeux, sur la forme de ses yeux par exemple. Mais il ne l'avait pas vu en vrai. Et pour le coup, sur une statue de cette taille-là, clairement voir un screenshot sur l'écran de ton portable et voir la statue en vrai, ça n'a rien à voir. On parle de statues, mais pas que de statues, il y a des jeux de société, il y a des vêtements. Donc comment vous êtes arrivé un peu sur ces marchés? Alors l'idée, c'est que, en fait, l'idée derrière Tsume à la base, c'est que Cyril, le fondateur de la société, en fait, qui est un gros fan de jeux vidéo d'abord, mais aussi de manga, en grandissant, hein, tout simplement, s'est dit, moi j'ai envie de continuer à vivre de ma passion, j'ai envie de continuer à faire des produits, de les faire moi-même en plus, mais j'ai envie de faire des produits... entre guillemets, qu'on peut être fier de porter, quel que soit le milieu, et non pas seulement dans le milieu, pas seulement dans le milieu, entre guillemets. Voilà. Qu'on puisse, des statuettes que je puisse exposer dans mon salon, et que mes amis qui, eux, ne s'intéressent plus au manga, puissent admirer et se dire, waouh, c'est cool, et non pas, ah ouais, c'est encore tes trucs, là, tu me fais délirer. Voilà. Et du coup, c'est à partir de cette idée qu'il a développé l'idée de Tsume et des statuettes, et ça a été assez naturel du coup de l'étendre à d'autres domaines. Il se trouve que c'est aussi un très gros joueur, donc je disais à la base de jeux vidéo mais pas que.
Il a un très bon ami qui est game designer et donc ensemble ils se sont dit bah ouais toi tu as des licences, on a des idées de jeux, est-ce que ce serait pas intéressant de faire des idées de jeux, surtout que dans le manga, contrairement par exemple à la SF ou aux comics, il n'y a pas des masses de jeux de société adapté de licence manga avec une vraie mécanique de jeu. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des Uno One Piece, il y a des Monopoly Zelda, mais il n'y a pas de jeu où tu vois, il n'y a pas un jeu Resident Evil avec une mécanique où tu dis waouh, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'univers de Resident Evil. Voilà. Et enfin si, maintenant il y en a un, je crois, qui vient d'être kickstarté pour le coup. Mais voilà, à l'époque en tout cas où on s'était lancé, on s'était dit c'était ça dans le manga, il n'y avait pas de jeu comme le jeu Battlestar. Tu vois, si t'aimes Battlestar Galactica, le jeu il est top quoi. C'est vraiment donc. L'idée c'était d'aller vers ça, c'est pour ça qu'on a créé Yoka. Donc on a une équipe, ils sont 5 si je dis pas de bêtises, qui est vraiment consacrée au développement et à la commercialisation de jeux de société. Alors à la base à licence, il se trouve que assez rapidement, en rentrant dans le milieu du jeu, on a été contacté par des auteurs qui venaient nous voir pour nous proposer aussi des jeux. Et au bout d'un moment, quand tu as des gens qui viennent te proposer des idées qui sont vraiment bonnes, même si tu n'as pas d'univers pour le coller dessus, tu n'as pas envie de l'envoyer ailleurs. Tu dis ok, viens, on va t'éditer quand même. Donc maintenant, on commence à proposer aussi des jeux qui sont issus d'univers propres. C'est le cas de Mo, par exemple, qui est un jeu de cartes avec des chats maoris, qui est hyper chouette, qu'on a lancé à la fin de l'année dernière, qui a remporté entre autres le prix Octogone, si je ne dis pas de bêtises, à Lyon, et 2-3 autres depuis, et qui est... moi j'y ai joué pendant toutes les vacances de Noël et c'est vraiment fun. Vous avez, je remarque donc au niveau de communication, vous êtes très dynamique sur les réseaux sociaux, très proche, très à l'écoute de vos clients. Est-ce que pour vous c'est important de faire ces événements vraiment même physiques, parce que vous faites des salons de présentation physique et en direct sur Facebook notamment? C'est très important pour nous de garder un lien avec notre communauté parce que c'est à elle qu'on s'adresse en permanence, c'est-à-dire que c'est pour elle qu'on fait ces produits. Donc c'est important de rester en contact avec eux pour savoir si ce qu'on fait leur plaît toujours, pour qu'eux sachent aussi tout simplement qu'on n'est pas dans notre tour d'ivoire à faire nos trucs et en mode à l'époque on vous aimait mais maintenant c'est fini tout ça. Non voilà, c'est important de garder un lien avec le réel en fait. Voilà. Et puis encore une fois, en fait, chez Tsume, on est tous des passionnés. Donc en fait, on aime bien parler en fait, de ce qu'on fait. J'ai pas parlé du textile, mais c'était la même idée en fait. C'est exactement ça, c'est faire des fringues que tu peux porter au bureau sans te faire afficher. Et c'est pareil, du coup, ça permet aussi de montrer, pendant les lives, on peut montrer les nouveaux modèles et ça fait plaisir. Anthony peut en parler. On peut vraiment. La communication pour nous sur Internet, c'est hyper important parce que ça permet de garder le lien avec la communauté parce que notre communauté, c'est tout pour nous. Et ça, les figurines partent très vite. Je crois sur une des figurines de Ken le survivant, au Kotono Ken. Ouais. Je crois que c'est Rao, non, que vous aviez fait, était parti assez rapidement en quelques heures. Enfin, quelques heures. Peut-être pas quelques heures, mais en quelques jours. Oui. Alors, et c'est vrai qu'on a de la chance sur toutes nos pièces limitées. Il y a un engouement qui fait que, effectivement, alors j'avoue que notre record, sans vouloir jouer les chiffres, c'est la Robin qui, je crois, est partie en 24 minutes. Voilà. Encore aujourd'hui, comme le dirait la princesse Amidala, non, la mère d'Anakin, je ne me l'explique pas. Voilà. Mais enfin, la statue était magnifique, c'est pas la question. Mais je veux dire, j'étais là, mon Dieu, c'est tellement rapide, je n'y crois pas. Je m'attendais à ce que ça prenne quelques heures, effectivement, 1 ou 2 jours, là, 24 minutes, voilà. Mais oui, de manière générale, on va dire entre 2 et 5 jours, notre tirage est écoulé, sachant qu'en même temps l'idée vraiment derrière nos statuts de collection, c'est de garder l'idée de collection, donc on garde des tirages qui sont raisonnable. Qu'est-ce que tu entends nombre de pièces à peu près en moyenne ou sur l'exemple tu as cité là en 24 minutes? Alors sur celle-là c'était 1800 pièces par exemple, voilà. Après ça dépend vraiment des licences, ça dépend des personnages, c'est-à-dire que ce qui va être raisonnable pour par exemple pour une statuette de Son Goku, ça va pas être la même chose que ce qui est raisonnable pour une statuette du personnage de Gintama, parce que tu t'adresses pas, au même pool de fans, Évidemment, si tu fais 4000 statuettes de Gintama, à mon sens en tout cas, tu brasses large, t'es plus vraiment dans le limité. Alors que même si tu peux considérer que 4000 Goku c'est beaucoup, quand tu vois la masse de fans de DBZ qu'il y a, et je suis dedans, donc c'est pas péjoratif, c'est pas des masses en fait, parce que même en faisant ça, tu sais que tu vas laisser plein de gens sur le carreau et c'est super dur. Donc en fait, il faut trouver le juste milieu pour dire je veux faire un produit qui reste limité pour que les gens soient contents d'avoir un produit limité.
mais en même temps, je vais essayer de faire un produit qu'on puisse quand même trouver, parce qu'il faut faire la différence, il faut faire la différence entre un produit qui est limité et un produit où tu essayes d'organiser une espèce d'ultra rareté, où là ça n'a plus aucun sens, quoi. Je veux dire, t'en fais 30 et c'est juste, il y a 30 gars dans le monde qui l'ont, et non, c'est pas le but, quoi. On arrive au terme de cette interview, cet entretien. Quelle est l'actualité de Tsume ? Alors du coup, à part donc cette venue au Festival international de la bande dessinée, notre prochaine grosse actu, même s'il y en a tous les mois, ça va être les Tsume Fan Days au mois de mai. En fait, tous les ans et demi, on fait un événement près de chez nous, donc à Mondorf-les-Bains, qui est une charmante ville à la frontière franco-luxembourgeoise. On fait un événement à guichet fermé où on organise, c'est une sorte de micro-convention qui est à mi-chemin entre la convention et le gala, où on fait venir des invités du Japon, on fait une grosse programmation avec éventuellement du concert, des conférences, enfin voilà, tout un tas de trucs. Les gens restent sur place, mangent sur place, et en même temps on dévoile des produits, il y a des jeux en démo, enfin voilà, c'est vraiment une sorte de gala / convention, et donc ça c'est du 19 au 21 mai. Et dernière petite question, le rêve d'une licence particulière ? C'est dur ce que tu me demandes, parce que moi j'ai déjà Dragon Ball Z et One Piece, donc moi en tant que fan je suis ultra fat là. Mais j'ai un beau t-shirt, je sais pas si tu l'as remarqué. Tu crois qu'on vous l'a demandé ? Alors en l'occurrence Pokémon j'aimerais vraiment beaucoup, parce que je suis très fan du jeu. Autant le dessin animé c'est pas ma cam, mais j'aime vraiment beaucoup le jeu. Alors c'est vrai qu'il y a Pokémon en japonais, et sinon c'est vrai que si on sort du japonais, comme beaucoup de gens, j'adorerais faire du Star Wars, du Marvel ou du DC, hein, évidemment. Là on tape sur des trucs où faut être un peu particulier pour dire non, moi ça m'intéresse pas. Vraiment non, moi je suis bien. Laissez-moi, filez-moi plutôt ce type que je connais pas. Non ouais, effectivement, en plus il y a des trucs que j'aimerais vraiment beaucoup faire, quoi, sur Star Wars. Voilà, moi j'adore Spider-Man. À titre personnel, je suis très fan de Spider-Man depuis toujours, ou de Batman. Enfin voilà quoi, je tuerais pour qu'on ait la possibilité de s'exprimer sur ces licences-là, parce que du coup je sais qu'on ferait des trucs de dingue. Voilà. En tout cas, ça merci pour cette riche danse et interview, on peut le dire, hein, improvisée. Du coup, on a pour l'habitude à Pop Campus de laisser 60 secondes tu as carte blanche pour terminer cette interview. Coup de cœur, coup de gueule, enfin ce que tu as envie de nous exprimer aux auditeurs, auditrices de Pop Campus, de Radio Campus. Donc, t'es un peu gamer, toi, jeu vidéo. Il n'y a pas un jeu qui est sorti récemment ? Allez, vas-y, t'as 60 secondes pour conclure. Alors j'ai 60 secondes pour dire effectivement que le jeu Dragon Ball FighterZ c'est le meilleur jeu, c'est le jeu que j'ai attendu toute ma vie, effectivement, ouais. Non, si c'est une tribune un peu libre, je sais pas ce que je peux vous dire sur ce jeu. Moi j'ai joué à tous les jeux de baston DBZ qui sont jamais sortis, et effectivement, je sais que moi je joue à peu près tous les types de jeux qui existent, mais mes deux types de prédilection, c'est le JRPG et le versus fighting. Et dans le versus fighting, moi mes deux jeux normalement, mes deux jeux référents, c'est Street et Soul Calibur. Voilà. Mais si je joue à Street, c'est pour une seule et unique raison, c'est que la première fois que j'ai découvert la borne de Street Fighter 2 dans un café quand j'étais enfant et que j'accompagnais mon père au PMU, c'est que j'ai vu deux types se lancer des kaméas à la tronche. Et que je me suis dit, mais il y a un jeu où on peut faire des kaméas, mais je veux jouer à ce jeu. Et c'est uniquement pour ça que j'ai touché à ce jeu. Donc pour moi Street Fighter 2 c'est quelque part, et pourtant j'adore Street, hein, mais c'est une sorte de méthadone, tu vois. Donc si aujourd'hui tu me fournis en fait l'original, tu vois, je crois que je vais plus jamais toucher un Street de ma vie là, parce que Fighters, pour ce que j'ai commencé, c'est juste fantastique, quoi. Il est vraiment technique. J'avais un peu peur de ça en fait au début, c'est que j'avais vu les histoires d'auto-combo, je me suis dit ouais, j'espère quand même que comme dans Guilty Gear tu pourras choisir de les désactiver ou pas possible, mais en fait il est hyper technique comme jeu. Donc là je pense que je vais passer beaucoup d'heures, quand je m'occuperai pas de mon fils, je serai effectivement en train de réviser mes combos, je pense. Bon, merci Seb, bonne fin de festival à Angoulême. Merci beaucoup, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Bon, je pense pas, et on vous dit à très bientôt avec la team de Pop Campus. Ciao.